Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois me dire pourquoi tu détruis toutes mes affaires. Ce sont mes affaires, pauvre imbécile! À Springfield, l'idée en apparence innocente d'Homer va mettre le feu aux poudres et lancer l'un des épisodes les plus délirants de la série. Accrochez-vous jusqu'au bout pour découvrir comment un petit bit anodin s'est mué en désastre XXL et peut être en la plus mémorable leçon de vie des Simpsons. Tout commence alors que la famille Simpson roule tranquillement dans les rues de Springfield jusqu'à ce qu'un détail étrange attire leur attention. Partout, les panneaux publicitaires affichent des visages qu'Homer ne connaît pas. Intrigué, il admet n'en reconnaître aucun. Lisa lui explique alors qu'il s'agit de DJ très connus, résidents de casinos et de boîtes de nuit ultra chic. Elle raconte que ces artistes peuvent gagner des millions en une seule soirée, citant par exemple le DJ Visage de Fromage, qui vient tout juste d'offrir une villa à ses parents. En entendant ça, Homer se met à cogiter. L'idée qu'un fils puisse offrir une villa à sa famille lui évoque aussitôt Bart, déclenchant en lui une fierté imaginaire aussi maladroite que touchante. C'est la vérité, Homer. Le petit nous a acheté un manoir. Le fils a payé un manoir? Bart, c'est un fils! Et à 2h du matin, le voilà qui déboule dans la chambre de Bart, le secouant hors du lit, tout excité. Il recoiffe le gamin à la va-vite et lui annonce que c'est le début d'une toute nouvelle carrière. Direction la cave, où Homer dévoile triomphalement sa collection de vinyles poussiéreux qu'il tend à Bart en l'exhortant à les remixer, histoire de donner une seconde vie à ses trésors improbables. Sans trop y croire, Bart obéit, mais à force de tripoter les platines et bidouiller les sons, il se prend au jeu et se découvre un talent caché digne d'un DJ en herbe. Homer, emballé, relook son fils façon superstar kitsch, lunettes flashy, chaîne qui brille et pose de pro. En un rien de temps, père et fils se mettent à danser comme si la cave était un club branché. Mais la fête est de courte durée. À 4h du mat, le bruit réveille Marge et Maggie. Encore à moitié endormie, Marge descend à la cave pour comprendre ce qui se passe et quand elle voit la scène, elle n'est pas ravie. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce refus? Elle n'approuve pas du tout l'idée que Bart fasse sa musique dans la cave, trop préoccupé par le désordre et l'heure indécente. À la surprise générale, Homer lui donne entièrement raison et reconnaît que l'endroit n'est pas adapté au nouveau DJ de la famille. Alors, au lever du soleil, il décide de passer à la vitesse supérieure et investit dans un gigantesque panneau publicitaire annonçant fièrement: Bart Simpson mixe depuis sa cabane dans l'arbre. C'est là, entre les branches du jardin, que la carrière de Bart DJ prend véritablement son envol. Ce soir-là même, Bart assure sa première grande prestation. Tous les enfants du quartier débarquent pour profiter du son qui sort de la cabane, transformant le jardin des Simpsons en véritable boîte de nuit à ciel ouvert. Les lumières clignotent, le son résonne, l'ambiance est électrique. Mais inévitablement, le bruit finit par alerter le voisin le plus sage de Springfield, Ned Flanders. Épuisé de ne pas pouvoir dormir lui ni ses enfants, Ned se pointe à la fête pour se plaindre. Je suis moi-même un sacré festoyeur, mais tout ce bruit, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, nous empêche de dormir, mes garçons et moi. Pendant qu'Homer tente de le calmer avec une conversation bien aimable, Bart, avec un sens du timing remarquable, commence à remixer en direct la voix même de Flanders, intégrant ses plaintes dans le rythme de la musique. Le résultat est hilarant et absolument contagieux. Ned, complètement déstabilisé, abandonne le combat et repart, laissant la fête encore plus animée et les invités en transe. Le lendemain matin, tandis qu'Homer vérifie sa boîte aux lettres, il aperçoit Ned qui rentre avec plusieurs sacs de courses. Poussé par la curiosité, il va inspecter ce que le voisin a acheté. En découvrant que c'était des casques anti-bruit, Homer décide de les emprunter, ou plutôt, de les prendre sous prétexte de faire un test. Satisfait de son butin, il rentre chez lui, mais en chemin croise Madame McCormick, une vieille habitante du quartier. Elle le salue d'un ton sinistre et l'avertit que des temps sombres sont sur le point d'arriver. Homer hausse les épaules et ne prend pas l'avertissement au sérieux, le mettant sur le compte des lubies de la vieille. Des heures sombres avant que ne se termine cette année, Evergreen Terrace connaîtra. La nuit tombe et Bart organise une nouvelle fête dans la cabane. La soirée est un succès total. Les lumières bougent, le beat monte et le public composé de tous les enfants du quartier attend avec impatience le moment où Bart va lâcher le drop tant espéré. Il fait durer le suspense, profitant de chaque seconde de montée pendant que tous vibrent d'impatience. À l'intérieur de la maison, pendant ce temps, Homer, Marge, Lisa et Maggie dorment paisiblement
protégés du vacarme par les casques anti-bruit qu'Homer avait pris à Flanders. De l'autre côté de la clôture, en revanche, c'est le cauchemar. Ned et ses fils ne trouvent pas le sommeil et le son semble s'amplifier à chaque instant, faisant trembler les murs. Le volume est tellement assourdissant que ça s'apparente à une véritable torture sonore. Ned, à bout de force et au bord du gouffre, semble perdre totalement les pédales, un effondrement de nature à choquer même le Tout-Puissant. Le lendemain matin, quand la famille Simpson sort dans le jardin, elle tombe sur un spectacle de désolation totale. L'endroit est saccagé, branches cassées, enceintes explosées, câbles partout. Et au beau milieu du chaos, Bart est assis, le regard vide, avec une tête de survivant de guerre. Inquiet, Homer, Marge, Lisa s'approchent. D'une voix tremblante, Bart raconte que tout a déraillé. Il dit qu'il a trop attendu avant de lâcher le beat principal, qu'il a joué avec les nerfs du public et que finalement tout lui a échappé des mains. Désillusionné, le gamin déclare qu'il ne veut plus être DJ. Il abandonne complètement son rêve de célébrité. Homer tente bien de le convaincre du contraire, insistant que Bart ne peut pas lâcher maintenant, surtout qu'il rêve toujours de sa future villa offerte par son fils, DJ millionnaire. Même l'argument financier ne suffit pas à ragaillardir Bart, qui secoue la tête, épuisé et déçu. Moi je pensais que les DJ étaient des imposteurs surpayés, mais je sais maintenant qu'ils doivent avoir les nerfs d'un chirurgien du cerveau et le don rare de transformer la musique en une musique toujours plus rapide et plus forte. Plus tard, dans la cuisine, Marge essaie de voir le verre à moitié plein. Elle fait remarquer qu'au moins, tout le monde a bien dormi pendant le chaos de la nuit précédente. Et tout ça grâce au casque anti-bruit qu'Homer avait acheté, sauf qu'Homer la corrige aussitôt. Il ne les a pas achetés, il les a juste empruntés à Ned Flanders. Là, Marge comprend enfin ce qui s'est vraiment passé. Pendant que sa famille dormait comme des bébés, la famille Flanders a passé la nuit entière à subir le vacarme infernal de la fête de Bart. Choquée et hors d'elle, elle envoie Homer rendre immédiatement les casques aux voisins, avec ce regard qui ne laisse aucune place à la négociation. Mais au moment où Homer s'apprête à sortir, il tombe nez à nez avec Ned Flanders déjà planté sur le pas de la porte. Le voisin a une expression sombre et un regard usé. Avant même qu'Homer puisse ouvrir la bouche, Ned enlève son manteau et le lui tend, disant d'une voix brisée que c'était la seule chose qu'Homer ne lui avait encore jamais prise. L'air complètement détruit et visiblement à fleur de peau, Ned ajoute qu'à partir de ce jour, ils ne se parleront plus jamais. Homer, loin d'en être ébranlé, célèbre la nouvelle comme si on venait de lui annoncer qu'il avait gagné au loto. Juste après, Madame McCormick réapparaît pour confirmer que les temps sombres ont bel et bien commencé. Les heures sombres ont commencé. Franchement, il y a des fois où j'aimerais que Madame McCormick n'ait jamais emménagé dans le coin. Ce soir-là, au moment d'aller dormir, Homer n'arrive pas à chasser les mots de Ned de sa tête. Allongé dans son lit, il repense encore et encore à la promesse de son voisin de ne plus jamais lui adresser la parole et à chaque souvenir, il refait l'événement. Il se lève plusieurs fois dans la nuit juste pour répéter, tout excité, que Ned ne lui parlera plus. Pour Homer, c'est presque un cadeau du ciel. Après tout, il n'a jamais vraiment été fan des conversations avec son voisin et c'est en répétant la même phrase en boucle qu'Homer finit par s'endormir. Le lendemain matin, Homer décide d'aller chez Flanders pour tenter de régler ce vœu de silence. Il frappe à la porte en disant qu'ils ont besoin de parler, mais Ned l'ignore royalement. Triste et frustré, Homer rentre chez lui sous le regard de Lisa et des autres, qui observent la scène avec un certain malaise. J'avais jamais vu mon papa être en colère à ce point-là. On se croirait dans un mauvais film. T'as déjà vu un film dans ta vie, Todd? Non? Mais ça ne l'arrête pas pour autant. Il essaie de provoquer le voisin en envoyant des feuilles dans le jardin de Ned, mais rien n'y fait. Flanders se contente de fermer la fenêtre sans un mot. 3 mois passent et Homer, toujours obsédé par le silence de Ned, se rend déguisé dans la boutique du voisin au centre commercial. Il tente d'engager la conversation en demandant tous les produits conçus pour les gauchers, mais Ned appelle simplement un employé pour le servir, sans même lever les yeux. 3 nouveaux mois s'écoulent, et pendant les fêtes de Noël, Ned remarque quelque chose d'étrange dans sa crèche. À la place de l'enfant Jésus, il y a un petit mot. Si tu veux retrouver la figurine, tu devras reparler à Homer Simpson. Mais Ned hausse les épaules, actionne un levier caché et installe une autre figurine à la place, réglant le problème à sa façon, sans briser son silence. J'aurais dû me douter qu'il y avait un petit Jésus de secours. Quelque temps plus tard, à l'école de Springfield, un karaoké caritatif est organisé. Homer monte sur scène pour chanter et tente par tous les moyens d'attirer l'attention de Ned, assis dans le public, mais Flanders l'ignore totalement. Embarrassé et au bout du rouleau, Homer perd le contrôle de sa prestation et fond en larmes devant tout le monde, tandis que Marge l'observe de loin, le cœur serré. Voyant son mari dans cet état, Marge décide d'intervenir. À la demande d'Homer, elle se rend chez Flanders pour parler de la situation. Ned l'invite à entrer avec toute sa bonhomie habituelle et lui explique calmement son point de vue. Pendant ce temps, Homer, curieux et désespéré, surveille tout depuis la fenêtre de chez lui, tentant de deviner ce qui se dit.
Quand Marge rentre enfin, Homer se précipite vers elle, impatient de savoir ce que Ned a dit. Mais la réponse est un vrai coup de massue. Marge avoue que si elle n'était pas mariée à Homer, elle ne lui parlerait probablement plus non plus. La confession laisse Homer anéanti. Il réalise qu'il vit une sorte de carême sans fin dans le silence et le remords. C'est alors que Marge lui suggère l'évidence, la seule chose qu'il n'a pas encore essayé, s'excuser. Aussitôt, Homer file dans sa chambre, bien décidé à faire ce que Marge lui a conseillé. Il s'installe à son bureau et commence à rédiger ses excuses. Évidemment, comme on pouvait s'y attendre, rien ne sort correctement dans les premières tentatives. Il froisse des feuilles, déchire des pages, s'énerve des dizaines de fois. Mais après d'innombrables essais, Homer finit par rédiger des excuses sincères et va soumettre le texte à Lisa pour avoir son avis. À la grande surprise de tout le monde, à commencer par Lisa elle-même, le message est vraiment bien. Elle est impressionnée par la profondeur et le cœur que son père a mis dans les mots. Homer, ému, dit qu'il se sent incroyablement bien après avoir mis tout ça sur le papier et comprend enfin pourquoi les écrivains doivent être les gens les plus heureux du monde. Encouragé par Lisa, il décide de remettre la lettre en main propre, se rend chez Ned Flanders et, avec une pointe d'espoir, glisse l'enveloppe sous la porte du voisin. Vas-y, papa, tu vas tout déchirer. Mais cette même nuit, l'inattendu se produit. La famille Simpson se réveille en sursaut à cause d'un vacarme énorme venant du rez-de-chaussée. En descendant les escaliers, ils trouvent la maison Sens dessus-dessous. En sortant dans le jardin, ils voient Ned Flanders, furieux, en train de tout détruire sur son passage à l'intérieur de leur maison. Homer, perplexe, lui demande pourquoi. Et Ned, rompant enfin le silence, crie qu'il reprend tout ce qu'Homer lui a emprunté au fil des années et ne lui a jamais rendu en le détruisant pour qu'il ne puisse plus jamais y toucher. Je récupère tous les objets que tu m'as empruntés et je les détruis pour que tu ne puisses plus jamais me les emprunter. Ça inclut la serrure de ta porte d'entrée. Quand Homer tente de se justifier et évoque sa lettre d'excuse, Ned admet l'avoir lu et que c'était effectivement un très beau texte. Mais c'était justement ça le problème. Réaliser qu'Homer était capable de sentiments aussi profonds et qu'il avait quand même agi de cette façon pendant toutes ces années. Cette prise de conscience le rend encore plus furieux et dans un élan de rage, il commence à démolir le canapé préféré d'Homer. À ce moment-là, Homer estime que c'est trop. Il prend sa voiture et, dans un élan totalement impulsif, percute le véhicule de Flanders. Ned, hors de lui, riposte. En quelques secondes, les deux sont engagés dans une véritable bataille de voitures, sous le regard des voisins massés tout autour. La confusion s'intensifie jusqu'à ce qu'un accident les fasse changer de position et ils continuent de se rentrer dedans, maintenant depuis les voitures de l'autre. Tout ce chaos finit par les amener devant le tribunal. Là, face à la juge, ils déclarent ouvertement à quel point ils se détestent, déclenchant une nouvelle dispute enflammée. Lassée d'entendre tant de chamailleries, la juge décide que, plutôt que de les envoyer en prison, elle les condamne à 100 heures de thérapie de couple. Lors de la première séance, la thérapeute tente d'instaurer un dialogue constructif, en expliquant que le processus prendrait du temps, mais elle perd très vite patience en voyant les deux se provoquer mutuellement et se mettre les doigts dans les yeux. Exaspérée, elle abandonne la méthode classique et mentionne, avec un sourire ambigu, qu'heureusement il existe des médicaments, ce qui terrifie Ned et enthousiasme Homer. Elle recommande alors des psychédéliques thérapeutiques pour couples dysfonctionnels. Même après avoir entendu les effets secondaires possibles, les deux acceptent d'essayer. Le médicament est administré progressivement et en quelques instants commence à agir. L'esprit des deux hommes est transporté dans une expérience surréaliste. Un show du DJ Bart qui semble les guider dans un voyage émotionnel. Activez! Magnifique mutant, combien d'entre vous sont prêts à laisser libre cours à leurs émotions refoulées? À mesure que l'effet s'intensifie, Homer et Ned commencent à se transformer en divers duos iconiques. Homer s'affole, mais Ned avoue qu'il n'a jamais entendu parler d'aucun de ces personnages. Les transformations continuent jusqu'à ce qu'ils perdent complètement leur forme physique et deviennent des étoiles flottant dans l'espace. Soudain, la scène change. Ils se retrouvent à l'ère médiévale. D'un côté, une armée de Homers, de l'autre, une armée de Flanders. Les deux armées sortent de leur château et se lancent dans une bataille épique, intense et dévastatrice. À la fin, tout est ravagé, ne laissant place qu'aux Homer et aux Flanders originaux. Épuisés et blessés, ils décident d'envahir le château l'un de l'autre. C'est alors qu'ils font une découverte inattendue. À l'intérieur de la tête de chacun se trouve un sanctuaire dédié à l'autre. La tête de Flanders est pleine de... moi. Homer a un sanctuaire qui m'est dédié? À cet instant, ils comprennent enfin leurs émotions profondes. Homer réalise qu'il a toujours maltraité Ned parce qu'il se sentait inférieur. Il voyait en lui un homme accompli, stable et bon, et ça réveillait sa propre insécurité et sa jalousie.
Ned, de son côté, avoue qu'au fond il admirait la liberté et la spontanéité d'Homer. Mais ce qu'il aimait vraiment, c'était se sentir moralement supérieur à lui, et pour ça, il encourageait inconsciemment les pires comportements d'Homer, juste pour nourrir ce sentiment. Quand chacun reconnaît ses sentiments et ses failles, le traitement prend fin. Ils reviennent à la réalité en pleurant et s'enlacent, émus comme de vieux amis retrouvés. La dernière scène montre les maisons des Simpsons et des Flanders de nouveau en parfaite harmonie, enfin, la paix à leur façon, à coup de petites provocations mutuelles. Tout revient à la normale, du moins jusqu'au prochain épisode chaotique de Springfield. Mon pull que j'adore. Merci, voisine Ninou. Mais je t'en prie, chère andouille de Flanders. Merci d'avoir regardé, likez, commentez, abonnez-vous et n'oubliez pas, n'empruntez jamais les protège-oreilles de votre voisin. Chou